mais toute personne qui n'habite pas physiquement, habituellement au Canada est un non-résident. Et ces gens-là ont des obligations très spécifiques auprès de Revenu Canada. Que vous voyez comme erreur souvent, puis vous êtes comme ah, Jésus, pourquoi vous avez fait ça? Séparez vos comptes de banque. Tenez votre comptabilité. Demandez des factures, des vraies factures, parce que le fisc, eux, ne reconnaîtront pas autre chose. Avant d'en parler à ton beau-frère, parle-en à ton comptable. Ça va être la meilleure personne avant votre projet, bien sûr, s'il vous Toujours plaît. avant. Toujours avant. En amont. Ouais. En amont. Travaillez Exact. en amont. Comme ça, vous allez avoir moins de larmes plus tard. Ouais. J'ai déjà eu des histoires d'horreur. Exactement. Tout Donc là, compris. tu es un speedboat Ah, de conseils. on est vraiment des champions maintenant. Bonjour tout le monde, merci d'être là, de retour à la retenue pour un autre épisode. Écoute, je suis très excité quand j'ai la chance de parler de choses qui touchent mon domaine. Comme vous savez, je travaille en finance, en gestion de passifs et en courtage hypothécaire. Et aujourd'hui, vraiment incroyable, même pour moi. On cherche depuis longtemps quelqu'un qui se spécialise dans le conseil immeuble à revenu, tout ce qui entoure la fiscalité et planification d'immeuble à revenu. On a avec nous aujourd'hui Julie Côté de La Chaise, cabinet Chaise Bleue, je l'ai dessus. Oui, Que je suis blond, hein? C'est très difficile. C'est un miracle que je m'ai rendu ici aujourd'hui. En fait, c'est un miracle que tu es rendu ici aujourd'hui. On peut se tutoyer. Et oui. Parce que Ryan il a donné le mauvais numéro de numéro de studio. Ouais, parce que clairement, je suis blond. Et puis, donc, je m'excuse. On va l'annoncer au public. Je m'excuse publiquement, Julie, pour t'avoir fait attendre dans ton auto pour trop longtemps. Merci beaucoup. Donc, merci d'être là. Merci de me recevoir. Et j'aimerais te donner la chance de parler de ton cabinet, de ta corporation et le service que vous offrez parce que je suis certain que surtout nos auditeurs et les gens qui nous suivent sont tous dans l'immobilier, peut-être pas tous, mais beaucoup. Je travaille là-dedans. Donc ignorez le staff autour. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites comme service? Qu'est-ce que vous offrez comme service et encadrement sur tout ce qui touche les immeubles à revenus ici au Québec? Les gens, je suis sûr qu'ils sont très intéressés à savoir. Chez Cabinet Chaise Bleue, ce qu'on sert beaucoup, c'est si on fait un diagramme de veine avec deux cercles qui s'entrecroisent, on aurait l'immobilier et les non-résidents. Les non-résidents canadiens, c'est les gens qui habitent à l'extérieur du Canada. Peut-être que ce sont des étrangers purs qui n'ont jamais habité au Canada, mais ça peut être aussi des expats. Des expats, oui. Des gens qui ont quitté le Canada. Mais toute personne qui n'habite pas physiquement, habituellement au Canada est un non-résident. Et on en a plus que vous pourriez penser. Et ces gens-là ont des obligations très spécifiques auprès de Revenu Canada sur le revenu qu'ils génèrent au Canada. Pour des déclarations... Les obligations fiscales, Ouais. multiples déclarations de revenus, mais aussi maintenant toutes sortes de choses pour un nouveau type de propriétaire qu'on n'avait jamais entendu parler avant, c'est les non-canadiens. Ouais. C'est rentré dans mon lingo en 2022, après presque 20 ans de parler seulement des non-résidents. Ouais. Maintenant, les non-canadiens sont affectés par toutes sortes de règles. Pour juste rappeler la règle qui est en place aujourd'hui, la loi qui est encore en place. Donc, si tu es Canadien ou expat et que tu vis à l'extérieur du Canada, tu as encore le droit, dans un certain sens, tu peux encore acquérir au Canada. Mais si tu es un non-Canadien en ce moment, tu peux encore acquérir. Ça dépend où, par contre, mais il y a des limites par rapport à qu'est-ce que tu peux acheter comme immeuble au Canada. Veux-tu faire un petit... résumé de la loi parce que souvent les gens le comprennent mal. Moi, je le connais, mais puisqu'on a quelqu'un qui est experte, on va prendre la chance. Parfait. Ce dont tu parles, c'est le moratoire C-19 qui interdit en ce moment, donc un moratoire, c'est temporaire. Il est en place depuis le 1er janvier 2022. Il interdit l'acquisition de propriétés résidentielles de moins de 3 logements en zone urbaine par les non-canadiens. Au lieu de décrire ce qu'est un non-Canadien, on va plutôt dire qui est un Canadien. C'est vraiment plus simple. Un Canadien, c'est un citoyen canadien ou quelqu'un qui a une carte de résidence permanente du Canada, donc de résident permanent du Canada, qui est toujours valide. Ces personnes-là peuvent acheter avec leurs conjoints qui sont non-canadiens. Donc, si une personne se qualifie,
le conjoint peut acheter avec, et on ne parle pas de frères, sœurs, parents ou quoi que ce Vraiment soit, vraiment conjoint. conjoint. Ils ont mis en place un petit système où les gens qui sont sur un permis de travail Mm. peuvent acheter à condition qu'au moment de notarier, il reste encore 6 mois sur leur permis de travail. Ah, c'est 183 En jours, là, si on 83 veut être jours. exact. Ouais. Exact, voilà. Puis, les non-Canadiens peuvent encore acheter en région. Pour vous donner une idée, là, alentour de Montréal, la zone urbaine s'étale au nord jusqu'à Saint-Sauveur, Ouais, c'est quand même assez large. au sud jusqu'à Marieville. Mm. Ils ont laissé un petit peu les territoires de chalets, etc., Ouais. qui sont encore à la L'autre terme, disposition. c'est quoi? Les zones non recensées, c'est ça? Là? Quand ça a sorti, j'étais comme, qu'est-ce que ça veut dire non recensé? Les CMA, Ouais. oui, je vous dirai pas le terme au complet. On aime utiliser les zones urbaines. Ouais, c'est ça. Donc, zone urbaine, good. Zone non urbaine, bad. Ouais, ou vice-versa. Ouais, ça dépend. Exactement, Oui, c'est ça. Ouais, c'est pour excuse-moi. ceux qui veulent acheter. Ils ont aussi prévu que les sociétés étrangères ne peuvent pas acheter, donc toutes les LLC, les LLP des États-Unis, les SCI françaises. Ils veulent aussi empêcher les compagnies canadiennes qui ont des non-Canadiens comme actionnaires à plus que 10 vont se voir interdit l'acquisition des propriétés résidentielles. Mais ça laisse ouvert les quatreplex, les multiplex, tout ce qui est commercial. Vraiment. C'est logique parce si on veut pousser le logement abordable, puis s'ils peuvent acheter ou surtout construire des immeubles à 4 logements, 6, 10, 12, mais tant mieux. Exact. C'est pour aller. L'objectif, je pense, de la loi était pour tenter de rendre un peu plus disponible ou de régler un peu le problème de pénurie de logement qu'on vit. Malheureusement, c'est pas juste cette loi-là qui va nous sortir de ça. Là, C'est mais... beaucoup de facteurs. Le moratoire a été renouvelé pour 2025-2026. Reste à voir s'ils vont renouveler pour 2 autres années. C'est par créneau de 2 ans. Pour l'instant, ils n'ont rien annoncé. On risque d'avoir des élections entre-temps, à voir comment le nouveau gouvernement va se comporter. Peut-être même plus strict que à voir. À Pas suivre. clair. Ou est-ce que si on a un gouvernement conservateur, leur position là-dessus, moi, je connais pas vraiment. Il n'y en a pas trop parlé du moratoire. Selon moi, je n'ai pas entendu vraiment parler. Dernièrement, dans les échanges, on a beaucoup parlé du taux d'inclusion sur le gain en capital, qui est un sujet très chaud. On est très heureux d'apprendre que ça a été reporté à janvier 2026, parce que, bien entendu, de payer des impôts sur des lois qui ne sont pas votées, c'est un peu frustrant. Ouais. Et c'est compréhensible. On souhaite peut-être que ça tombe à l'eau, dépendamment de votre position politique. C'est ça, de votre côté, ça doit compliquer les affaires parce que tu te préparais pour X, puis là, finalement, non, c'est pas ça. Là, il faut recontacter tout le monde, refaire les calculs, refaire le travail. Oui. Comment ça a été. C'est une bonne nouvelle quand même de l'autre côté. Donc, ça va mieux que l'opposé, là, on s'entend. Exact. Heureusement, ça s'est appliqué sur à peu près juste 3 semaines de nos dossiers. On l'a appris le 31 janvier. On a eu le temps de rectifier les dossiers de la dernière semaine de janvier. Les gens qui ont eu à payer, les non-résidents qui ont eu à payer sur des ventes de propriétés qui ont eu lieu les 3 premières semaines de janvier 2025. Malheureusement, les paiements étaient tous déjà faits. Ils vont juste avoir des plus gros remboursements d'impôts. Bon, c'est pas la fin, disons. L'effet en ce moment qui est un petit peu problématique, puis les gens comme moi qui font des déclarations d'impôts, peut-être même ceux qui utilisent les logiciels maison comme TurboTax puis Impôt Expert, malheureusement, vu le retour de situation à la dernière seconde, les logiciels ne sont plus bons. OK. Les formulaires ne sont plus bons, on ne peut pas les utiliser, donc on ne peut pas compléter les déclarations d'impôts. Le formulaire, l'annexe 3 pour déclarer le revenu, le gain en capital, n'est pas bon. Ouais. Et on doit attendre la nouvelle mise à jour. Ça retarde beaucoup les dossiers. Clairement. Tu parlais pour ton cabinet qu'il y avait 2 lignes, tu avais 2 veines, non-résidents, puis l'autre veine, si on voulait. C'est l'immobilier. Donc, quand les non-résidents et l'immobilier se croisent, ça, c'est ma spécialité. On fait aussi dans le récréo touristique. Ça, c'est tous les beaux petits chalets, surtout à Tremblant, qui impliquent la TPS-TVQ. Toutes les règles qui entourent ça, on est spécialisé là-dedans. À peu près un quart de ma clientèle est là. Tout ce qui est inscrit, donc entrant, sortant, donc récupération de taxes, tout ce qui est là-dedans. Là. Puis toutes les règles sur
ce qui affecte la propriété. Est-ce qu'elle est taxable? Est-ce qu'elle est non taxable à l'achat, à la revente? Les règles qui entourent les limitations sur l'usage de ces propriétés-là. Bien sûr, vu qu'on est spécialisé dans les deux, même quand ça ne se croise pas, on peut assister les gens. Donc, on peut Un bord produire. d'un autre. On a des non-résidents qui ont du revenu d'emploi au Canada. Hmm. Ils n'ont pas nécessairement des propriétés. Et on a des Canadiens qui ont du revenu locatif, qui ont besoin d'assistance, soit parce qu'ils habitent dans une autre province, puis ils veulent s'assurer de bien déclarer au Québec, surtout dans le récréo touristique. Ouais. Mais parfois, il y a des gens qui ont beaucoup de propriétés. Ils veulent simplement s'assurer que quelqu'un qui est à la fine pointe des connaissances là, pour s'assurer, pour voir que c'est bien fait. On rencontre de plus en plus des deux cas en financement hypothécaire qui touchent surtout la location à court terme, soit parce que quelqu'un achète une propriété, un chalet, pour soi, donc pour sa famille, mais que ce chalet-là, où est-ce que ça se trouve, a été utilisé pour les 3, 4, 5 dernières années en location court terme. Donc, naturellement, les vendeurs vendent le chalet avec taxes. Taxable. Right? Et les acheteurs, ben eux, ils vont le payer avec les taxes, mais ils ne peuvent pas réclamer les taxes naturellement, ils doivent juste le payer. Comme une maison neuve. Comme une maison neuve. Sauf une maison. Ben, je pense qu'en maison neuve, tu peux avoir des crédits, mais je ne suis pas totalement au courant. Peut-être qu'on pourrait le toucher. Maison neuve, on peut avoir un crédit à hauteur d'un certain montant, mais il faut l'habiter nous-mêmes. Oui, exact. Elle doit être neuve. Oui, exactement. Donc, l'enjeu qu'on voit, c'est que souvent, dans la location court terme, les gens veulent avoir des conditions de financement favorables. Ça veut dire que, comme tout le monde, mais ça veut dire qu'ils ne veulent pas nécessairement déclarer à l'achat qu'il y a leur intention et de faire de la location court terme au niveau de la banque. Donc, pas qu'on fait ça, mais je vais juste en parler. Qu'est-ce que ça fait? C'est que lors de l'achat, puis mettons, mon intention, c'est d'avoir une location à court terme. J'achète, il n'y a pas de taxe parce que, mettons, le bien était vendu par un particulier qui l'utilisait pour lui-même. Puis par la suite, moi, je fais de la location à court terme pour quelques années. Puis maintenant, je le vends. Puis quelqu'un qui vient l'acheter va devoir l'acheter avec taxe. L'enjeu qu'on voit souvent, puis les gens sont surpris, c'est que l'acheteur a de la misère à trouver du financement hypothécaire. Et la raison, principalement, c'est que, à part le fait que la banque pose des questions, est-ce que ça va vraiment être de la location à court terme? Finalement, la banque le croit, mais c'est la valeur marchande. Parce que si le propriétaire actuel le vend, ça vaut 500 000, il vend 500 000 plus taxes, mais on s'entend qu'il y a 75 000 que la banque dit, mais ça, c'est pas mon problème, moi. Comme tu vends 75 000 en haut du prix, moi, je ne financerai pas les taxes. Est-ce que tu rencontres ces problèmes-là? Est-ce que c'est quelque chose avec quoi tu dois faire face? C'est quoi le conseil? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Oui, j'ai déjà rencontré cette situation-là assez souvent. J'ai déjà eu des histoires d'horreur dans ce genre de situation-là et je peux comprendre d'où vient la banque. Et je vous explique pourquoi. Parce que quand on paie les taxes sur un immeuble comme ça qui était locatif, on peut se retourner et aller dire à Revenu Québec, je vais en faire un usage commercial, redonnez-moi les taxes. Et là, c'est notre ratio d'endettement qui prend le bord. Parce que si la banque nous l'a prêté, le 75 000, et qu'on se l'est remis dans les poches, si la banque saisit le bien, ce bien-là ne vaut plus le 575. Il va valoir 500, puis son ratio d'endettement, il va être très près de 100 On est en dessous de l'eau ou ça dépend du temps entre l'achat et la vente, mais effectivement, oui. La solution, on consulte avant. On met tous nos pions en ligne, puis on s'assure d'avoir la bonne mise de fonds pour que la banque nous prête sur ce projet-là. Parce qu'une fois que c'est tout signé, on est tout d'accord, puis on arrive à la banque, et ça ne passera pas, malheureusement, pour les raisons que j'ai expliquées tantôt. Puis c'est logique. C'est raisonnable. Non, mais c'est raisonnable, c'est logique. Mais pour un acheteur, mettons, puis ça, c'est une opinion que je te demande. Mettons qu'on a l'exemple qu'il y a un chalet que je louais location court terme, je suis un inscrit, je le vends à 500 000 plus taxes, donc c'est à peu près 575 000. Et là, j'ai un acheteur qui va l'acheter, mais on s'entend que l'acheteur qui vient l'acheter, qui va avoir une utilisation personnelle, il paye 75 000 par-dessus. Parce que moi, les taxes, là, c'est ça. Donc, moi, je veux vendre l'immeuble à sa vraie valeur marchande, qui est 500 000.
mais l'autre l'achète 75 000 par-dessus. Donc, on s'entend que de mon côté, puis ça, il y a beaucoup de vendeurs qui vivent ça, ils ont de la misère à vendre. Parce que les acheteurs, à part s'ils veulent vraiment, vraiment le chalet, ben, c'est parce qu'on est quand même un 15 par-dessus la valeur marchande. À part si comme chacun met un peu d'eau dans son vin, puis on arrive dans un entre-deux. Mais il y a un enjeu de vente pour le vendeur, là, que ça se peut très bien que à la vente, si tu n'es pas capable de le vendre à quelqu'un d'autre qui va avoir la même utilisation, il va y avoir une perte dans un certain sens de ton côté. Est-ce qu'il y a une façon de leur donner des conseils par rapport à ça ou est-ce que c'est vraiment juste comme that's the way it is, vis avec? C'est un peu malheureux dans les deux sens. J'ai vu les deux situations et puis ça va dépendre beaucoup du marché puis du secteur. Si je suis dans un secteur où la majorité des condos ou des chalets sur la rue font de la location court terme, moi, si je suis un vendeur et que j'ai déjà payé les taxes, mon prix de vente est plus élevé, je ne suis pas compétitif. Hmm. Mon seul possible acheteur, c'est quelqu'un qui va vouloir faire un usage personnel lui aussi. J'ai vu l'inverse. C'est l'exemple que tu parles, où moi, je vends 500 000 plus taxes, puis tous mes autres voisins, ben, eux, ils ont déjà les taxes payées, puis il n'y a pas cet ajout-là. Ça débalance les ratios, je dirais. Ça Ouais. débalance le marché. Oui, c'est ça. Exact. Marché, oui. Oui, ça débalance le marché. Puis malheureusement, ben, c'est aux courtiers immobiliers de faire leur travail, d'aller chercher, de bien présenter la propriété, de un, puis d'aller chercher le bon acheteur pour cette propriété-là. Exact. Et d'informer les gens que ça va être ça la situation. Là. Exact. Puis peut-être d'aller chercher plus des investisseurs que des gens qui veulent faire un usage personnel dans cette propriété-là. Ouais. Je dis toujours que c'est plus agréable si la propriété elle est ouverte à tous les types d'acheteurs, c'est-à-dire une propriété qui se vendrait plus taxes, parce que là, on peut aller chercher les investisseurs et moyennant le fait que l'acheteur qui veut faire un usage personnel est au moins au courant, mais on attire quand même cet acheteur-là. Ouais. Plutôt que d'avoir tout payé nos taxes. Et de bien informer l'acheteur que Toujours. c'est ça le cas, parce que souvent, il y a beaucoup de frustration. Là, j'ai eu un cas la semaine passée là, que je comprends pas pourquoi la banque ne veut pas m'accepter. Je suis prêt à payer ce prix-là. Je comprends, mais la banque, elle, n'est pas prête à financer 80 du prix incluant taxe. Ça ne vaut pas ça. La banque, elle l'a évalué à 515. Le prix d'achat incluant taxe, c'est 575. Il va falloir que tu mettes la différence. Donc, c'était un extra 65 000 plus le 20 que le client devait mettre. C'était des gros montants. Donc, ça fait partie de la vie. Mais le point, c'est éduquez-vous, informez-vous. Courtier immobilier, si vous nous écoutez, il y en a beaucoup qui nous écoutent. Parlez à Julie Côté, payez un petit honoraire pour avoir une consultation, puis let's go. En fait, je suis formatrice accréditée de l'OASCQ. Bon. Ça aide. Oui, allez à ces formations, prenez vos UFC. Oui, un UFC. Un UFC, c'est bon, on en a besoin à chaque année. Là, la période vient de terminer, mais je sais que les 2 prochaines années viennent d'ouvrir. Anyway. Je dis souvent, et on a une petite phrase qu'on se dit au bureau entre nous, les professionnels, avant d'en parler à ton beau-frère, parle-en à ton comptable. Ouais. Parlez aux professionnels, renseignez-vous avant de signer l'offre d'achat. Une fois qu'on a signé l'offre d'achat, c'est un contrat. C'est contractuellement lié. Et voilà. Renseignez-vous, allez chercher l'information, pas sur Google, s'il vous plaît. Pas de ChatGPT non plus. Non, ni Copilot, mais allez voir votre conseiller financier. Comptable. Courtier immobilier. Quelqu'un. Prends ton temps, c'est correct. On fait des corrections. Okay. Allez voir votre courtier hypothécaire pour savoir c'est quoi les prérequis, c'est quoi les démarches. Parlez-leur de votre projet. N'épargnez aucun détail sur votre projet. Puis là, il va pouvoir vous aider. Ça va être la personne qui va vous guider. Oui, telle propriété, tu peux l'acheter, mais il va falloir que tu mettes temps. Celle-là, non, ça ne passera pas avec les banques. J'ai aucune banque qui va vous prêter. Bien entendu, parlez à votre comptable. Dans quelle structure on met ça? Est-ce qu'on achète personnel? Est-ce qu'on achète avec le conjoint et la conjointe? Est-ce qu'on achète avec les enfants? Est-ce qu'on fait une fiducie? Est-ce qu'on fait une corporation? Est-ce qu'on fait une société de personnes? C'est tellement incroyable comment il y a des contradictions. Il faut que tu trouves un équilibre. Parce qu'il y a comme qu'est-ce qui est idéal au niveau fiscal, il y a qu'est-ce qui est idéal au niveau financement hypothécaire,
il y a qu'est-ce qui est idéal au niveau investissement. Puis ces 3 éléments-là, des fois, c'est pas des amis. Là. Donc, les normes hypothécaires, oui, je sais que tu veux mettre une fiducie là, pour ton achat, mais attention à la banque. Là. Qu'est-ce que tu pensais avoir comme condition de financement? Ça ne sera pas la même chose. Est-ce que tu es capable de faire ça? Donc, c'est pas aussi simple. Souvent que être spécialisé en immobilier, c'est bon parce que souvent, on va avoir des conseils de gens. Ah, j'ai parlé à mon CPA, ils m'ont dit de juste faire ça. Je comprends, mais attends. Parce qu'il y a aussi comme tous les impacts que ça va amener au financement. Est-ce que ces impacts-là, vous êtes prêts à les vivre? Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour trouver un juste milieu? Puis je trouve que souvent, les gens sont comme ils font le travail après. C'est ça que tu l'as mentionné. Oui. C'est comme, oh, after the fact, là, j'ai l'offre d'achat acceptée. Ou pire, j'ai notarié, puis j'essaie de corriger mes écritures post-transaction. Je ne recommande pas. Je ne recommande pas. Non, moi non plus. Parce que là, on tombe en mode urgence, essayer de récupérer ce qu'on peut, sauver les meubles. Parfois, ben, ça va coûter plusieurs milliers de dollars, soit en fiscaliste ou en professionnel ou en impôts. Oui, exactement. Il y a un formulaire Revenu Québec, je vais le dire, puis on va en parler. TP 10-01079.pn, c'est le formulaire de Nominee Agreement. Mm-hmm. Et c'est mal compris, ça. Où les gens ne savent pas quand l'utiliser ou quand déclarer. Est-ce que c'est un prête-nom? C'est quoi la relation réelle? J'imagine que ce n'est pas la première fois que tu en entends parler. Oui, c'est ça. Je ne sais même pas pourquoi j'ai posé la question. Mais parle-moi un peu des déclarations obligatoires maintenant que les gens ont, soit apparents ou non apparents par rapport à qui détient réellement les propriétés. C'est très populaire d'aller en immobilier puis d'avoir quelques partenaires qui apparaissent ou apparaissent pas, qui ont différentes parts ou pourcentages ou pas. Et il y a des responsabilités, des obligations maintenant que les emprunteurs doivent déclarer. Ils sont souvent mal conseillés ou pas conseillés par rapport à ça du tout. Ce point-là, j'en parle tellement, puis je suis tellement surpris après. J'ai fait des présentations devant des chambres de notaires, puis c'est encore aujourd'hui, il n'y a personne qui en parle. Ça me rend complètement fou. Je te laisse expliquer un peu c'est quoi ce formulaire-là et pourquoi c'est important de comprendre un peu tous ces enjeux autour de ça. OK. On n'ira pas trop dans les détails de qui, quoi, comment, parce que ça prend une consultation. Il faut examiner la situation. Faut examiner la situation de chaque personne. C'est vraiment du cas par cas. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2020, donc au décembre 2020, il était obligatoire de divulguer toutes les ententes de prête-nom qui ont eu lieu avant cette date-là, après pénalité. À partir de janvier 2021, toutes les ententes de prête-nom doivent être divulguées à Revenu Québec à travers le formulaire que tu as si bien nommé. Bravo. Même moi, je ne me rappelle pas de tous les chiffres. Ouais. Il faut les divulguer à l'intérieur de 90 jours de la transaction. Donc, on va tomber dans de l'immobilier, donc d'une transaction. Qu'est-ce qui constitue une entente de prête-nom? C'est quand, exemple, toi puis moi, on s'est mis d'accord que moi, je ne passe pas au financement, par exemple. Mais j'ai du capital. Exemple, j'ai 250 000 $. Je voudrais acheter cette propriété-là. Puis je te dis, hey, toi... Ryan. Excuse-moi. C'est correct. Toi, Ryan. Ça arrive avec ma femme aussi. Des fois, je rentre et je suis comme, come on, ça fait 10 ans. Toi, Ryan, ton crédit est bon, tu es capable de passer à la banque, on est des bons amis. On fait une entente. Oui. La plupart du temps, les gens font ça sur une napkin, là, mais ça passe plus. Gangster, c'est gangster. Puis là, on va mettre la propriété à ton nom, mais on va se faire un petit papier disant que si on revend, tout l'argent va à moi parce que c'est moi qui ai amené la mise de fonds. C'est probablement moi qui ai payé l'hypothèque. Les impacts fiscaux, c'est moi, même si je n'apparais pas. Donc, s'il y a des revenus, dépenses, tout ça, le T776, là, tout ça, là, c'est moi. Et voilà. Avant, c'était très opaque. Les ententes de prête-nom, maintenant, ça ne l'est plus. Les avantages, si on veut cacher quelque chose, c'est plus une bonne solution. Non, vraiment. C'est vraiment, ils ont mis ça plus légal, que oui, c'est vrai, c'était ça notre intention, on s'est entraidés. Ils ont rendu ça plus simple que des contre-lettres faites un peu tout croche par les notaires. Puis là, les notaires étaient dans une position bizarre parce que est-ce que je le déclare à la banque, je le déclare pas. Tu sais, comme si je le déclare, c'est quoi les risques de la banque? Là, la transaction de la banque change d'idée. Donc là, ça peut être fait de façon beaucoup plus transparent, exactement. Et voilà.
C'est toujours parfait, c'est toujours très bon. C'est très important de le faire parce que, bien entendu, il y a une pénalité pour défaut. Ouais. Mais c'est ça, ça peut avoir une incidence au niveau de l'hypothèque. Tu sauras mieux que moi. Oui, Et effectivement. voilà. Consultez votre CPA. Ça va être la meilleure personne avant votre projet, bien sûr, s'il vous Toujours plaît. avant. Toujours avant. En amont. Oui. En amont. Travaillez Exact. en amont. Comme ça, vous allez avoir moins de larmes plus tard. Ouais. Ou Moins de surprise, ou de frais, frustration. tout. Ouais. Et voilà, tous les mauvais sentiments. Voyez votre CPA. Dites-leur que c'est ça que vous voulez faire. Parlez-leur du formulaire, juste au cas où que ça leur échappe. Et voyez comment et s'il doit être complété. Il y a certaines règles pour les membres d'une même famille. Ouais. Dans le cas de mes clients, vu que moi, j'ai des non-résidents, même si c'est familial, on le fait. Parce que Juste pour être... on veut être why not? extra clean. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Donc, c'est quelque chose que vous aidez également. Là. Donc, s'il y a des cas comme ça, ben, ils peuvent consulter. Ça fait partie de faites un l'immobilier. package, là, puis c'est ça, exactement. Oui. C'est quand même super important parce qu'il y en a tellement qui sont comme, mais voyons, on a signé quelque chose au notaire, là, c'est correct. Je dis, non, c'est pas correct, c'est plus comme ça maintenant. Bon, oui, non, on a tout déclaré. Non, mais vous avez des obligations de déclaration. Allô? Ça me fait penser aux gens qui mélangent leurs taxes foncières puis leurs impôts. Oui, c'est ça. Mais ça, il ne faut pas rentrer là-dedans. Là. Non. OK, donc c'est un excellent point. Et puis, qu'est-ce que je trouve bizarre dans cette déclaration-là, c'est que Revenu Québec, je trouve le formulaire très clair. Ils ont tout fait ça. Puis la fédérale sont un peu comme, c'est une déclaration déclarée. Mais Ça fait 15 ans qu'ils parlent de sortir un formulaire, puis ben, ils sont encore sur une note là-dessus. la déclaration est obligatoire quand même, Oui, le oui. fédéral. C'est juste qu'il n'y a pas de formulaire. Non. Donc, vous, puis je voulais toujours, que je suis tellement content là, que vous êtes ici, je voulais toujours poser cette question. Pour le fédéral, vous, qu'est-ce que vous faites? Puis si le client dit, mais je fais quoi au fédéral? Tu fais quoi? C'est comme choisir une élection. Pas élire quelqu'un, mais une élection dans les choix d'impôts. Un peu quand on applique 45.2 pour faire un changement d'usage un changement d'usage de personnel à Un changement de locatif. vocation, exactement. Exact. Il n'y a pas de formulaire. Il faut envoyer une lettre. Oui, c'est ça. Fait que c'est la même chose. Donc, vous avez un format, j'imagine, que vous avez fait, oui. puis vous copy-paste les noms, puis les pourcentages. Vraiment voilà, simple. déclaré, puis that's it. Exact. Donc c'est aussi simple que ça. Revenu Canada, si vous écoutez, on aimerait savoir un formulaire. Oui, je le dis depuis longtemps, là, c'est ça. Oui, formulaire, s'il vous plaît. C'est tellement plus simple pour les gens qui ont le format. Je fais quoi? Ben, envoie une lettre. Qu'est-ce que je mets dans ma lettre? Ben, mettez je ne peux pas vous l'écrire. Là. C'est parler à votre CPA. Puis des fois, il y en a que. C'est drôle, hein? Est-ce que tu as l'expérience qu'il y a des CPA ou des comptables qui ne savent pas que ça existe? Pourquoi? Oui. Il n'y a pas de formation continue pour les CPA? Ben, Ou les CA? Ben, probablement pas sur ce sujet-là qui est très petit. Je trouve que moi, peut-être c'est à cause que je suis là-dedans que je trouve pas que c'est petit parce que je le vois à chaque mois. Là, mais je ne veux pas blâmer les CPA parce qu'ils ont tellement une grosse charge. Ouais, c'est pas de même. C'est épouvantable. Si certaines personnes qui nous écoutent trouvent que leurs honoraires pour produire des déclarations d'impôts de corporation ont augmenté puis ont l'impression que ça ne change rien, sachez que vos CPA, ils ont de plus en plus d'obligations, de vérifications à faire en arrière de la scène que vous ne voyez pas, que c'est l'Ordre des CPA du Canada et du Québec qui les force à faire. Ils font toutes sortes de petites vérifications, remplissent toutes sortes de formulaires que vous ne voyez pas. Et puis, c'est non-stop. c'est très lourd. Je ne peux pas blâmer un CPA qui ne connaît pas absolument tout. C'est comme connaître la loi au complet. C'est impossible. Donc, la raison pourquoi vous êtes spécialisé dans l'immobilier. Donc, pour les gens qui ont des immeubles, est-ce que vous trouvez que ça vaut la peine de faire affaire avec vous ou votre cabinet à chaque fois? Ou c'est quoi les cas, mettons, plus crunchy? Parce qu'il y en a plein qui m'appellent, des clients qui vont dire, mais je voudrais changer de comptable ou de service comptable parce que là, j'ai 2 immeubles puis je trouve pas que j'ai assez de conseils. Puis, je suis toujours... C'est pas mon travail être CPA ou CA. Je suis toujours un peu comme, ben, qu'est-ce que tu recherches? Quand tu dis conseil, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Comme, qu'est-ce que ton comptable va te le dire? Tu recherches quoi comme conseil, mettons, là, quand tu déclares tes impôts? Dans le sens qu'il y a les revenus, il y a les dépenses, il y a ton net, est-ce que j'amortis ou pas? Après ça, c'est pas mal terminé. Là. Donc, je sais pas. Est-ce qu'il me manque un élément ou... Ces gens-là cherchent une communication. C'est ça qu'ils ne trouvent pas souvent quand ils viennent se plaindre à vous. Ils ont l'impression qu'ils envoient leurs chiffres, ils reçoivent un papier. Merci, bonsoir. Ouais. C'est littéralement la plainte. Là. Exact. Donc,
Quand on passe par quelqu'un comme moi ou mon équipe, en premier lieu, on va faire une rencontre avec le client, puis on va faire des rencontres à tous les moments où il ressent le besoin. Quand il veut faire une nouvelle acquisition, quand il a l'intention Préparation. de vendre, Mm. qui pourrait faire un changement d'usage. J'en ai beaucoup. Puis là, en même temps, dès qu'on le rencontre, on passe en revue ses dépenses, puis on prend le temps de lui expliquer en quoi ça constitue, puis où est-ce qu'il pourrait faire des petits ajustements. Éducation. Éducation. Puis là, parfois, ils me disent: Ah, mais là, il faudrait que je réhypothèque ma maison, mais là, j'ai un condo qui est libre d'hypothèque, qui est en location. On va donner des conseils en Ouais. lien avec ça. Le classique, là, comme quelqu'un qui vient dans le bureau et dit: Oh, mais mon ami m'a dit que là, j'ai beaucoup d'équité sur mon immeuble à revenu, je devrais le refinancer puis payer ma maison, puis là, tous mes intérêts vont être déductibles sur mon immeuble à revenu. Je suis comme: donne-moi son nom, s'il vous plaît, son courriel. Ce n'est pas le cas. On peut parler de qu'est-ce qui détermine la déductibilité parce que souvent, les gens ne le comprennent pas. Ils prennent des mauvaises décisions. Puis même, ils pensent que juste un refinancement pour consolider des dettes sur l'immeuble à revenu, tu vas pouvoir, des dettes personnelles, tu crées de la contamination fiscale. Tu es en train de te créer un problème. Oui. Tu peux le faire, mais il va falloir que tu segmentes, dans le sens que tu vas être capable de segmenter, de dire: ça, c'était mon prêt, cette portion-là, c'était mes rénovations, ça compte vers l'immeuble, puis cette portion-là, c'était ma consolidation de dette personnelle, il ne compte pas. Mais Tu as tout à fait raison. c'est pas connu. Les gens pensent encore que mais si la dette est grève la propriété qui est à revenu, je peux déduire les intérêts. Comme il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils peuvent empiler les dépenses sur le revenu locatif, malheureusement, je vous annonce à tous que Revenu Canada regarde ça et s'ils voient qu'année après année, votre investissement n'est pas un investissement profitable, ils vont revenir vers vous, ils vont dire: Bon, c'est pas sérieux votre affaire, on va bloquer les dépenses pour couvrir le revenu, mais vous n'aurez plus le droit d'utiliser ces pertes-là pour diminuer vos impôts à payer sur vos revenus d'autres sources. Et ils sont très féroces à ce niveau-là depuis à peu près 5 ans. J'ai la question souvent, mais il n'y a pas de. Il y a pas c'est un jugement, c'est pas très encadré. Donc, quand les gens disent: mais on a 3 ans pour la faire, on a 5 ans pour la faire, on a 2 ans, selon ma compréhension, parce qu'on avait fait des recherches, il n'y a pas une période de temps. C'est une question de, je pense, jugement par rapport à l'immeuble s'en va dans quelle direction. Si on veut une amélioration, OK, mais tu l'as acheté, il perdait 5 000 là, il perd 400 mettons, par mois. Ben, clairement, tu es en voie de faire quelque chose. Donc, je pense que c'est une question de est-ce que tu es en train d'essayer de créer une évasion fiscale? Là? Et voilà. Si oui, on va te slapper. Mais si c'est pas le cas, puis c'est juste que tu es un mauvais gestionnaire, mais ça, c'est. C'est sûr que ça va passer par le contrôle fiscal en premier. Ils vont demander aux gens, donnez-moi les factures pour toutes les choses. Ouais. Ils vont peut-être éliminer des affaires. Puis éventuellement, ils vont peut-être dire, OK, pourquoi vous faites tout le temps autant de travaux dans cette propriété-là? Tu l'as rebâti 4 fois, qu'est-ce qui se passe? Oups, vous avez mis des intérêts, des pénalités, que vous avez payé vos taxes en retard. C'est pas une dépense. Non, c'est ça, exactement. Il y a des gens où, ça, c'était pas pour la même année. Vous avez englobé 2 années. Et voilà. C'est surtout sur les factures de rénovation qui vont, ou de travaux plutôt, qui vont venir questionner. Puis ensuite, ils envoient un questionnaire. C'est à peu près 4 pages. C'est quoi le plan avec cette propriété-là? Comment vous avez l'intention de tourner un profit? Ton plan d'optimisation. Oui. Exactement. Oui. Puis là, s'ils voient que c'est pas sérieux, ils s'acharnent sur le contribuable. Oui, mais puis il y en a qui c'est pas sérieux parce qu'il y en a qui achètent, puis c'est déjà à perte, puis ils font pas d'optimisation parce que dans leur tête, ils sortent 1 000 par mois, mais il y a tellement eu d'augmentation de valeur de propriété qu'ils se dégagent un peu de leur responsabilité en termes d'optimisation de l'actif. Donc, parce que son combien que je l'ai acheté en 2016, il vaut 2,4 fois le prix d'achat. Pas besoin, mes locataires payent, puis ça ne me dérange pas de payer 800 de perte par mois parce que, tu sais quoi, je l'ai acheté à 600 000, il vaut 1,4 million aujourd'hui. Je suis déjà dans mon argent, mais c'est pas. Le fisc va se réveiller pour dire ça marche pas, monsieur, désolé, ça marche pas de même. Là. Et voilà. Tu peux pas avoir une business qui crée une perte de façon automatique simplement pour essayer de. Parce que le but d'un investissement, c'est que ça. C'est de générer des revenus. Et voilà. Right? Et c'est ça l'idée derrière tout ce qui est intérêt déductible. Tu dois avoir une attente raisonnable qui rentre dans le jugement, right? Raisonnable de générer des revenus. Et qu'à un certain point, si c'est pas raisonnable, bye bye.
C'est ça, ça tombe dans l'autre catégorie. Exactement. Donc, c'est bon. Donc, vous êtes capable de tout encadrer ces choses-là avec le client. Oui. Puis d'apporter un service. Si vous aviez, excuse-moi, je dis dessus, vous, si vous avez un conseil à donner aux gens qui veulent soit rentrer en investissement immobilier pour un duplex, triplex, quadplex, ou qui ont déjà des immeubles, ça serait quoi en termes de une gestion saine ou une façon d'opérer que vous voyez comme erreur souvent, puis vous êtes comme Jésus, pourquoi vous avez fait ça? Séparez vos comptes de banque. On appelle ça des comptes séparés, les amis. C'est des super comptes facile. séparés. Votre compte bancaire personnel ne devrait pas servir à déposer tous les loyers et les dépenses locatives. Voilà. Donc, c'est un bon conseil. Simple, mais tellement efficace. Je suis tellement surpris que les gens ne le font pas. Donc, ça semble pour moi tellement facile que si tu as tout mis dans un compte, à la fin de l'année, tu imprimes les 12 mois puis tu as ta comptabilité. C'est incroyable. Même avec le AI aujourd'hui, il va tout faire le travail, la comptabilité pour toi. Qui aurait cru? Je sais. Mais non, mais si comme ton compte bancaire qui a 50 000 transactions dedans, ton pauvre comptable, il est en train d'essayer de trouver tes... IGA. Non. Uber. Non, c'est ça. Oui, non, je suis allé à l'immeuble, c'était pas... Oui, c'est OK. C'est un bon point. Donc, les bases. Les bases. C'est les bases. Tenez votre comptabilité. Demandez des factures. Je sais que des fois, on est souple un petit peu, puis en québécois, on ne veut pas insister. Insistez. Demandez vos factures. Des vraies factures, pas des soumissions. Des vraies factures, parce que le fisc, eux, ne reconnaîtront pas autre chose. Mais votre comptable aussi... on n'aime pas travailler à l'aveuglette. On veut vraiment avoir des pièces justificatives pour bien catégoriser vos affaires. Parfois, il y aurait une opportunité de capitaliser quelque chose, donc ajouter à la valeur de votre immeuble. Mais vu qu'on ne sait pas c'est quoi, ben on le met contre le revenu de location, on crée une perte qui ne sert plus à rien. Alors que dans le futur, ça aurait pu avoir une belle incidence sur le gain en capital. Oui, exactement. Parce qu'il y a... Un exemple. Ou juste avoir une bonne stratégie, amortir ou pas amortir, c'est des questions à se poser. Et comprendre c'est quoi l'amortissement. Les électroménagers, c'est une belle catégorie pour l'amortissement. Donc, si on passe un frigo à la dépense plutôt que de le capitaliser, bien là, on vient un petit peu de se tirer dans le pied dans le futur si on a un profit qu'on aurait voulu amortir qui ne nous aurait pas coûté d'impôt au final. Exactement. C'est d'avoir un plan. Et voilà. Vraiment. Consultez votre comptable. Consultez Julie. Appelez la chaise bleue. Exactement. Appelez la chaise bleue, puis Julie va vous aider avec son équipe. Vous êtes combien, Julie, pour votre compagnie? On est 9. Vous êtes 9. Oui. Vous avez commencé, ça fait combien de temps? Cabinet Chaise Bleue est ouvert depuis mai 2023. Quand même. Puis déjà 9. Oui, on est déjà 9 avec 3 associés qui font 3 choses différentes, dont un CPA qui est indépendant. Ce que je veux dire, c'est que Cabinet Chaise Bleue n'est pas né seul. Ça faisait 16 ans que je travaillais en grand cabinet à faire exactement cette chose-là. Et j'ai déraciné mes clients et mes employés pour débuter Chaise Bleue, pour pouvoir offrir un service VIP. Prendre la spécialisation qui était dans une compagnie, genre une île dans un océan, et voilà. Juste exporter l'île pour dire, OK, on va faire ça nous-mêmes, spécialisés. Exact. On offrait déjà le service, mais je voulais aller plus loin. Je voulais être vraiment proche de mes clients, sans interférence, sans red tape. De la grosse boîte. Non, exactement. Une grosse boîte, c'est comme un gros bateau. Ça tourne, mais ça tourne pas vite. C'est ça. Exactement. Donc là, tu es un speedboat de conseils. On est vraiment des champions maintenant. Je suis vraiment content que vous êtes venu. Je suis désolé encore pour le retard au début parce que je suis vraiment convaincu que ta compagnie peut vraiment aider beaucoup de personnes. Donc, j'espère qu'il va vous contacter. Puis, même moi, je vais vous contacter. Je suis très content d'avoir eu votre référence. Puis, merci d'avoir passé à la retenue. Mais ça me fait plaisir. Bonne journée. Merci. Merci d'avoir été avec nous pour cette retenue. Je vous invite à nous suivre sur YouTube, TikTok, Instagram et les principales plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. Commentez, likez et partagez la retenue, puisqu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Mon nom est Ryan Lahaye et je vous dis à la prochaine retenue.